Les Clippers et les Mavs sont donc dos à dos. Il y a 2-2. Il y avait 1-1 après les 2 matchs à Los Angeles. Après 2 matchs à Dallas, on a assisté encore une fois à 2 équipes hyper proches avec des niveaux hyper homogènes. Et surtout hier soir à 21h30, on avait le match 4 où on a quand même des drôles de trucs. 31 points d'avance, Erwan, en faveur des Clippers. Les Mavs qui reviennent au point de passer devant. On a eu du grand Paul George, on a eu du grand Kyrie Irving. On a fini avec un James Harden exceptionnel. Il y a 2-2. Bien malin savoir qui va passer dans cette série. Ouais, bien malin parce que les 2 équipes sont quand même capables de nous offrir le meilleur et à la fois le pire. C'est quand même assez fou dans ces 4 premiers matchs. La tendance, c'est celle-là. C'est que ces 2 équipes-là, en fait, sont très très proches, peut-être encore plus proches que ce qu'on imaginait. Et je te dis, d'un quart-temps, d'une mi-temps à une autre, on peut voir un visage ou un autre de chaque équipe. C'est un petit peu curieux. Quand je vois la première mi-temps des Clippers, le troisième quart-temps des Clippers et la gestion du money time des Clippers, c'est une équipe de schizophrènes, quoi. Il y a eu 3 équipes des Clippers. Ouais. Ça marche aussi pour les Mavs. Ça marche aussi pour les Mavs. Il y a eu 2 équipes, une très bonne et une très mauvaise aussi pendant une longue période. On va reprendre tout ça ensemble. Ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien. Tu sais, en préparant tout ça, je me disais un truc. Dans le match hier, on a vu 3 très grands joueurs. Paul George en première mi-temps, Kyrie en deuxième, James Harden dans la fin du match. Il y en a un qui est passé complètement à côté, c'est Luka. J'aimerais qu'on commence par Luka. D'habitude, j'aime bien commencer par les trucs positifs. Et on va parler de James Harden et des flotteurs. On va parler de Maxi Kleber, c'est intéressant. Mais il y a un gars qui, encore une fois, on en parlait déjà avec Joel Embiid, il n'est pas à 100%. Il a mal partout et ça donne des pourcentages et un impact qui n'ont absolument rien à voir avec la saison régulière qu'a connue Luka Doncic. Alors tu dis que on va commencer par le négatif pour Dallas, mais c'est parler de Luka Doncic, c'est aussi parler du positif pour les Clippers parce que le plan défensif mis en place de Tyronn Lue avec Terrence Mann, il est magnifique. Il le rentre dedans. Il pourrait jouer Knicks, Terrence Mann. Ouais, complètement, complètement. Mais il est magnifique, Terrence Mann. Et puis alors, moi, j'avais dit en preview que dans mon idéal, j'aurais aimé que Kawhi fasse ça. Alors, il peut pas le faire parce qu'il est même pas sur la pelouse. Mais en tout cas, ce que fait Terrence Mann, c'est ce qu'il faut faire avec Luka Doncic. Alors, en saison régulière, c'est peut-être pas le bon choix, mais en tout cas, dans des matchs qui comptent comme ça en playoff, c'est exactement ce qu'il faut faire. Terrence Mann, il a un truc, c'est qu'il n'a pas peur de Luka Doncic. Luka Doncic, par son aura, par le fait qu'il parle aux arbitres, il peut des fois un peu rentrer dans la tête d'un adversaire. Terrence Mann, imperméable à tout ça. Et ce qui le fait, le couper de la balle, le faire bosser pour chaque seconde, tout le temps. Et il l'amène dans un... Et là, Terrence Mann, qui est un athlète fantastique, je serais curieux de le voir sur un 400 mètres, ben, il emmène Luka Doncic dans l'un des rares aspects du jeu où il est en souffrance, ben, c'est sur le cardio, c'est sur le souffle. Il lui rend la vie ultra compliquée. Alors, il est capable encore de mettre des tirs, des step Bien sûr, il fait 29-10-10 hier, donc oui. C'est lui qui met le 3 points pour repasser devant. Mais il n'empêche que ça va... De toute façon, Luka, on va pas attendre qu'il soit à 12 points. À 5 sur 24 au tir, il le fait jamais. Il l'a jamais fait. Mais par contre, ce qu'on va attendre de Luka, c'est le faire déjouer, c'est limiter son impact. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça se voit pas spécialement dans les stats. Par contre, ça se voit dans la fin de match, dans le money time. Et ça, c'est un énorme crédit à Terrence Mann et aux Clippers. Et par contre, il va falloir que maintenant, ils le savent, que Terrence Mann est en mission sur Luka Doncic. Il va falloir que Luka pas se réinvente, mais trouve une manière de peser sur la suite de la série, parce que sinon ils vont passer à la trappe. 29 points, 10 rebonds, 10 passes, je le disais. Il a 5 fautes et ça joue énormément sur la fin du match où en fait il ne défend plus. James Harden, il lui met des drives. Il met des drives à tout le monde, hier même à PJ Washington, mais il défend plus. Tu vois, tu connais ces trucs-là. Mais crédit à Tyronn Lue, ils sont allés cibler depuis le match 2, clairement, la défense de Luka Doncic. Je rajoute à ça, il a 10 sur 24 au tir, dont un extraordinairement catastrophique 1 sur 9 à 3 points. Et on en a vu des écarts de Luka Doncic, on n'en a pas trop l'habitude. Bon, je vais revenir sur les trucs positifs quand même dans ce match. Je le disais, on a vu nos superstars des années 2010, quoi. Le début de match de Paul George. Paul George, il est extraordinaire en première mi-temps et puis il met un tir à la fin là. Dans le corner. Gros, ça c'est normal que ce soit le GOAT de la jeune génération. En fait, et cette action-là, on va revenir un petit peu. C'est une sortie de temps mort. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien les Clippers parce que les Mavs viennent de repasser devant. Tyronn Lue dessine un play magnifique. Il a passe lobée, elle est parfaite. Paul George a un petit sourire, il a la passe lobée, il a qu'à l'attraper maintenant. Il attrape pas bien la balle. Le ballon dribble, va dans le corner, il fait tac tac, il met une grande filoche à 3 points. Enfin, bravo monsieur. Mais parce que, et tu sais très bien que comme j'aime beaucoup Paul George, quand je le vois en première mi-temps, je me dis wow, à faire comme ça, à répondre à PJ Washington, c'est tout ce qu'on aime. Et quand je le vois
transparent dans le troisième quart-temps, je me dis, tu vas retomber dans tes travers. Et en fait, non. Et bravo l'orgueil. Et donc, non, les Clippers ont été grands. Et être grand en playoff aussi, c'est être brillant comme en première mi-temps. Mais c'est savoir faire le dos rond dans les temps faibles. Et ils ont su faire dos rond. Ils ont réussi à renverser la vapeur alors qu'ils allaient perdre. Exactement. Franchement, quand ils mènent donc je le disais, 31 points. Quand tu mènes de 31 points et que l'équipe revient, en général, tu perds. Quand tu as 31 points à l'extérieur et que tu es ultra dominant, on était sur la même physionomie que sur le premier match. Et d'ailleurs, on va sans rien vous cacher, on en parlait avec Stephen tous les trois hier soir. On disait, vas-y, encore une fois, à 21h30, les Mavs, c'est un match de merde. Et il y a 30 points d'écart. D'ailleurs, Stephen a éteint la télé à la mi-temps. Bon, dommage, il verra pas la fin. Mais hier, on était archi frustrés de se dire, mais pourquoi, encore une fois, on voit le pire visage des Mavs, mais juste dans l'intensité. Comme si c'était crevé, qu'on était 2 mois après. Il y a 2 choses à dire quand même. C'est que oui, l'entente des Mavs, elle est pas bonne. Et en playoff, t'as pas le droit, surtout quand t'es 4 contre 5, où les équipes sont très proches. Après, en face, il y a une équipe qui est sur un nuage parce que tous les tirs qu'ils mettent, c'est pas des tirs, je suis grand ouvert. Hein. À part Westbrook dans le corner qui laisse, et même lui, il met dedans. Mais derrière, les Norman Powell, les Harden, les Steadback, Paul George, ils mettent des tirs avec main dans la gueule, 1 mètre derrière la ligne. Donc, au bout d'un moment, il y a aussi ça au basket. Ça arrive par moment, dans le très haut niveau, c'est dire... Bon, les mecs, ils sont sur un nuage. 4 temps sur à la mi-temps, à 3 points. Ou alors, dans ce cas-là, il faut leur faire un plaquage cathédrale. Et dans ce cas-là, après le match, la fin de match, elle est compliquée. Mais honnêtement, j'en voulais aux Mavs. Puis je voyais les bam, bam, bam. Je fais attends, les mecs, oui, là, les mecs, ils sont sur une autre planète d'adresse. Bon, l'avantage, c'est qu'on a vu un joueur hors norme hier. Franchement, moi, ça me fait kiffer de voir nos superstars en forme. Être capable de changer de momentum. D'ailleurs, à un moment donné, dans le deuxième quart, tu te dis, allez, c'est à toi de le faire, Kyrie. Tu sais, à un moment, on a cette discussion-là. Bon, visiblement, il a reçu le texto parce qu'il a une séquence, mon gars. Alors, je pense qu'on va garder très longtemps en mémoire le lay-up sur les 3 mecs. Franchement, j'ai jamais vu. Et en 3 temps. Et en 3 temps, ça me rappelle rien. 3 défenseurs plus grands que toi. Il est en train de retomber. Il a 2 doigts de faire comme au handball, là, 2 doigts de toucher la zone. Franchement, ça est dans un moment ultra important. Bien sûr, il y a les 3 points. Bien sûr, il y a les crosses. Il y a le leadership. Il y a un moment, il a on dit souvent dans la zone, etc. Il était vraiment dans la zone à porter son équipe, les tirs en première intention. Tu sais, ils sont à moins 10. À un moment, tu sais qu'ils vont revenir. Ça y est, ils ont fait le switch psychologique. Mais justement. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Et Luka, quand il dit j'ai abandonné Kyrie en conférence de presse, et de toute façon, c'est quelqu'un qui s'échappe pas et qui assume. Est-ce qu'à un moment donné, hier soir, quand on sent que Kyrie est dans cet état-là, et on sait ce que ça veut dire quand Kyrie est dans cet état-là, que Luka est bien défendu et pas dans un grand soir, est-ce qu'au bout d'un moment, Luka, il devrait pas, et les Mavs ne devraient pas complètement basculer le leadership vers Kyrie? C'est pas ce qu'ils ont fait. Franchement, il met 24 points dans la deuxième mi-temps. Moi, j'aimerais le voir beaucoup plus avec de la balle, beaucoup plus avec de l'ISO. Il est surtout d'abord, c'est souvent encore une fois pour moi Doncic qui est l'initiateur. Ok, franchement, mais c'est une question que je pose. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se partagent vraiment. Et de toute façon, Luka a tellement pas de jeu off-ball que ça se voit que Kyrie va jouer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, alors, je vais aller un peu plus loin, c'est que dans ce grand moment de Kyrie, Luka, il prend quand même des tirs et des tirs de merde. Il met 17 dans la deuxième mi-temps. Hein. Il met 17 points, Luka. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça soit plus clair. Ça n'était pas pour toi. Hein. Plus. Pour moi, non, mais Kyrie prenne le take-over très bien, mais j'aimerais bien que ça soit pas matérialisé que par des paniers, en fait. Que ça soit lui, à un moment donné, qui monte la balle. C'est lui qui va initier les choses. C'est lui qui va mettre un autre rythme. À un moment donné, quand Kyrie prend feu, je pense que les mecs, ils ont besoin d'être dans un rythme un peu plus accéléré que ce qu'ils ont d'habitude. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait le comeback qu'il fallait. Il a toujours la balle. L'arbitre. Et ça casse les couilles. Et ça, au bout d'un moment. C'est pas pour ça qu'ils perdent hier. Tu sais pourquoi ils perdent hier? Moi, t'as tes vérités, j'ai les miennes. Hein. Il y a d'autres raisons aussi pourquoi ils perdent. Mais en tout cas, à un moment donné, quand Kyrie est en feu et tout, j'aimerais que ça soit lui qui mette. Il a besoin d'avoir un peu plus de rythme aussi, Kyrie, sur les relances. On le voit quand il va se faufiler, mettre des lay-ups. Il y a un moment de. Bon. Si tu veux, peut-être. Moi, j'ai quand même la sensation que lorsqu'ils repassent devant, et que je suis sûr qu'ils vont gagner, il se passe un truc que je n'imaginais pas dans les trips des Clippers, dans ces Clippers-là, c'est qu'ils reprennent, mais sur un temps mort, il y a un moment qu'on peut pas expliquer, James Harden, il prend la balle, il dit « je vais vous faire gagner ». Il met son premier flotteur, il dit « ah ouais, ok ». Sur Luka. Il met sur Luka, qui peut plus défendre, on l'a dit tout à l'heure. Il en met un deuxième. Mais attends, alors c'est intéressant. Alors, vas-y, il en met un deuxième, un troisième, un quatrième. Il a mis 5 flotteurs, le gars. D'accord. Et non, mais je veux dire, collectivement... Bonjour des Donkins, je vais prendre un temps mort. Je vais arrêter de mettre l'allemand qui sert à rien sur le terrain. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est intéressant. Mais c'est archi intéressant. Et moi, je sais même pas comment tu fais pour ne pas être d'accord avec ça.
James Harden, patron, 3 points de Paul George, James Harden, donne-moi la balle. Là, le système, c'est moi. On va jouer des trucs. Bravo. PJ Washington qui s'y colle, sur pression à 1 mètre au-dessus de la ligne de 3 points. Je ne suis pas persuadé, surtout sur Harden. Pour moi, il est là le problème. Flotteur mais bon, aussi. Alors, d'abord. Mais peut-être que c'est des consignes. Mais c'est sûr, c'est des consignes. Flotteur une fois. Bravo, talent. Flotteur 2 fois. Toujours talent. Bon, les 4 flotteurs, c'est du talent. Et derrière, le problème, c'est que tu n'as... Comment tu peux demander à un mec de sticker aussi haut, de mettre la pression, donc de donner le drive à James Harden, et ton protecteur de cercle, c'est Maxi Kleber. Et sur le banc, tu as Daniel Gafford et le rookie qui est Derek Lively. Mais pour moi, ça, c'est Papy Jason Kidd, c'est pour ta poire. C'est pour ta poire. 4 fois d'affilée, il va mettre 8 points. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Moi, je l'explique, très clairement. Dans sa tête, Jason Kidd, la meilleure manière de finir les matchs, des deux côtés du terrain, parce qu'il y en a deux, c'est avec Maxi Kleber et PJ Washington. C'est sa meilleure manière de faire, parce qu'en attaque, je ne vais pas vous apprendre que, Daniel Gafford, c'est quand même pas sa série. 2, Derek Lively est très bon dans la série, mais ne t'apporte 0 spacing. Okay. On va rien réinventer. Et donc, en ayant Maxi Kleber, qui a mis un gros tir d'ailleurs dans le corner à un moment donné, te permet d'avoir un tout petit peu d'espace dans la raquette. Donc ça, c'est le premier côté. De l'autre côté, Derek Lively est peut-être un meilleur contreur, plus athlétique, il n'y a aucun doute. Sauf que James Harden les a ken sur un endroit où, que ce soit Maxi Kleber, que ce soit Derek Lively, il n'aurait rien pu faire. Parce que la dissuasion, elle vient quand? Elle vient quand le mec il va au lay-up. Elle vient jamais dans cet espace-là, tu sais. Il y a la ligne des lancers francs, droite, mais c'est vrai. Alors, peut-être que ça aurait changé le match, on n'en sait rien. Oui. Mais Jason Kidd veut finir comme ça, c'est vraiment son choix. Mais il adore Maxi Kleber dans les fins de match. Ouais. Et il le fera à chaque fois, ça. Bon, moi, je l'ai accepté parce que j'ai vu Maxi Kleber, à un moment donné, c'était il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, être exceptionnel dans la dissuasion. Il avait été exceptionnel. Et oui, il saute pas le plus haut, mais par contre, il est très intelligent. Et James Harden, la première qualité de James Harden, c'est battre le mec en 1 contre 1, et ensuite, il a soit le layup, soit le step back, soit le teardrop, c'est ce qu'il a fait, soit la passe en alley-oop, si le mec vient en aide. Donc moi, ma théorie, c'est que James Harden les a vraiment ken. J'aurais préféré que PJ Washington donne un vrai truc. Mets-moi un step back dans la gueule, vas-y, mets-en un, et là, peut-être qu'on va changer. Il s'est fait battre sur des faciles, et sans faire de dribble. Donc il était là, le problème, c'était pas tant dans la dissuasion. Pour moi, c'est vraiment, mais gros, pourquoi il est à 2 mètres au-dessus de la ligne, et qu'il passe facile comme ça? Non, moi, je suis comme ça. Moi, ça marche s'il le fait 2 fois, pas s'il le fait 5. Mais non, comme ça marche. Tu peux dire, moi je vais finir avec l'Allemand, absolument. Bah si tu veux finir avec l'Allemand. Ils ont gagné comme ça le match 2. Je m'en fous du match 2. Le match 4, c'est qu'à un moment donné, il y a une action 4 fois la même et t'es là. Moi j'ai fini avec Maxi Kleber. Mais non, là faut changer. Faut qu'en fait, tu veux du spacing en attaque, mais là, ton match, tu vas pas le gagner avec du spacing en attaque. Tu vas le gagner parce qu'il faut faire des stops. Et des stops, t'en fais 0 parce que sur une situation, parce que l'autre, c'est un ordinateur qui va te punir là-dessus. Et t'es là, tu fais, je finis avec du spacing avec Maxi Kleber. Eh ben, tu finis surtout à l'avoir dans le fion. Mais je comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de répéter ce que tu as dit la première fois. Je comprends très bien. Il n'empêche que c'est à PJ Washington de changer sa défense. En fait, le gars, il a des layups. En plus, ce qui est dingue sur les trucs, là, les petits teardrops, c'est qu'il n'y a personne autour de lui. Il est tellement dans le dos, l'autre. Il n'y a ni un gars qui a le temps d'arriver. Moi, j'ai pas compris pourquoi PJ Washington. Attends, l'autre, il est derrière, l'autre, des trucs. Et il y a toute cette ère de jeu où, franchement, pour un joueur de ce niveau-là, quand il a envie de jouer, et j'étais ravi de voir James Harden à ce niveau-là, il va les détruire. Donc, je trouve ça très facile de démonter Maxi Kleber, alors que la défense, le premier duel, il est tellement perdu. Je démonte pas Maxi Kleber, je démonte Jason Kidd. Si tu veux. Mais non, pas si je veux. Parce que tu m'écoutes pas. Si, je t'écoute. Je démonte Jason Kidd parce que je pense que si tu demandes à PJ Washington, et je peux pas croire que PJ Washington aille mettre une pression aussi forte sur James Harden sans que ça soit une consigne. Donc si tu donnes cette consigne là, il faut que derrière, il faut que ton pivot il soit 1 mètre avant, qu'il ait un pied 1 mètre avant. Bah après tu mets une rotation et tu donnes. Alors de toute façon tu fais des choix. Mais ok, au pire tu donnes ça. 1 fois, 2 fois, t'as mort, on adapte. Mais ça, c'est clair, t'as raison. 4 fois d'affilée, c'est ça. 5 fois d'affilée, c'est ça le gros problème. 2 fois sur le cas. C'est que ça se passe 5 fois d'affilée. Mais on est d'accord. Et qu'il y a 0 adaptation. On parle de playoff, on parle de coaching, on parle de détails, on parle d'adaptation. C'est ça, coacher. C'est dire, moi, j'aime finir avec l'Allemand pour avoir du spacing. Oups là, cette fin de match, je vais pas pouvoir le faire. Eh ben, je change, j'adapte, je contrarie. Harden, avec le talent qu'il a, mais gros, il a dit, tu veux pas t'adapter? Mais je vais te fourrer menu. Et il les a. Il a dit, regarde ce que je vais faire. Hein. Hop là. Encore? Vas-y, reviens. Hop là, tiens, tu as une pièce? Tiens, vas-y, clic, clic.
clic, clic. Allez, tu as clic, clic. Ah, voilà. Ah, mais ça, mais je te rejoins complètement. Je sais pas pourquoi il a pas changé, juste. Mais je change PJ Washington, mais le devant. Et sur les 5 fois PJ Washington. Alors, les 5 fois, il y en a 4, c'est PJ Washington. Non, il y a 3 PJ et 2 Luka. Sur pression. Et Maxi Kleber, alors c'est pas lui qu'on va demander d'aller contrer, mais au bout d'un moment. Bah, au pire, tu prends un layup, mais vas-y, rajoute un pas. Sors-le de son truc. Ah, mais c'est clair. Mais je te rejoins complètement sur le coach qui ne fait. En plus, coach défensif. Qui ne fait rien. Ordinateur, joueur. Qui ne fait rien. Ça, je t'en rejoins complètement. Mais je crois pas vraiment, encore une fois, c'est pas le choix des hommes qui a fait la différence dans cette fin de match, c'est les choix tactiques. Et tu sais, ça m'a fait penser à un truc à l'époque. C'est forcément lié, Thomas. Ben non, pas du tout. Parce que, en fonction de la personne qui t'a sur le terrain, tu peux changer ta défense, mais tu peux avoir 5 défenses différentes avec les mêmes mecs sur le terrain. Et c'est vrai que Maxi Kleber, pour le spacing dans cette fin de match, il a 3 grands tirs ouverts à 3 points. Bah, il a un tir qu'il met là dans le corner. Ouais, bon. Attends, il perd pas à cause de Maxi Kleber, rassure-moi. Non, je te parle. Ouais, d'accord. Il parle. Pour moi, c'est. Tu le détestes, Maxi Kleber. C'est pas vrai. Tu le détestes. C'est pas vrai, mais. Il travaille son dribble été. Mais non, mais moi, c'est Jason Kidd. Alors, parce que oui, c'est matérialisé par le fait que Kleber soit sur le terrain, mais c'est le choix de Jason Kidd. Clairement. Maxi Kleber, qu'on n'aime pas, il a été fantastique. Mais au bout d'un moment, on va pas lui demander à lui d'être un protecteur de cercle. Tu sais, il y a sur les dernières actions, je vous invite à aller revoir sur YouTube. Il vient pour essayer de faire un compte, je pense, il saute de ça. Mais oui. Gros, terrible. Mais la balle, elle va. Bon, en tout cas, James Harden a été fantastique et de le voir comme ça, en pleine possession de ses moyens. Il fait une énorme première mi-temps. De toute façon, il fait une bonne série. Il a fait un match de daron, une victoire, je pense, pour les fans des Clippers. Ah, parce que c'est tu mets de 31, tu perds 3-1. Encore une fois. Celle-là, c'est important de le dire mentalement. La bascule. Mentalement, elle est très importante pour les Clippers par rapport à leurs histoires, même les histoires personnelles de chacun en playoff. Elle est très importante, cette victoire. Bon, alors, on se calme un petit peu. Kawhi Leonard, incertain. Je regardais une jury list. Questionable. Ils sont meilleurs sans lui. Les 2 matchs qu'ils ont gagnés. Opéré du dos, ne casse pas les couilles. On peut dire un mot de Zubac, qui est le meilleur pivot NBA. Voilà. Il est magnifique, Zubac. Waouh. Ouais, bravo, magnifique. Et il est sifflé. Depuis Thiago Splitter en finale contre Miami, j'ai pas vu un mec, un non-américain se faire siffler comme un berger allemand gare de l'Est. C'est incroyable. Il se fait siffler comme un punk à chien, Zubac. À un moment donné, il se fait casser le bras. Il se fait casser le bras, le ballon qui sort. Il gueule, les autres font le challenge. Oh, balle à Dallas. Non, mais attends. Bravo à Zubac. Alors, je voulais regarder les cotes là. Parce que j'ai les copains de Winamax. Alors, attends, je regarde les cotes pour ce match 5. Donc là, pour le coup, oui, désolé, Tom, il est tard, mon chou, laisse tomber, Tom. Et regardez ça. Erwan, je te dis un truc, franchement, j'étais sur le cul. Pour le match 5 qui se passe à Los Angeles, Crypto.com Arena, les Clippers sont à 2-10, ne sont pas favoris à domicile. Bon. Là où les Mavs sont à 1,68. Regardez, il y a 86% des gens qui votent en faveur des Clippers. On vous rappelle bien sûr avec les copains de Winamax qu'on fait gaffe quand on parie et c'est interdit aux mineurs comme toujours. On est là pour s'amuser. Elle est belle l'affaire là. Mais 2-10 à domicile. Alors, au-delà des cotes, ton cœur te balance dans quel côté sur ce match 5? Je parle pas de la série. Oh, moi, je suis bien loin de mon Manhattan natal. Non, mais pas ton cœur, t'as envie de voir qui va gagner, c'est pas la même question. D'après toi, tu as vu ces 2 matchs, on vient de dire la bascule, tu me dis les Clippers parce qu'ils l'ont récupéré l'avantage du terrain en forceps. Très dur à dire cette série parce que y a les Clippers ont coupé deux grandes théories que je crois beaucoup, à laquelle je crois beaucoup en playoff. C'est-à-dire que la première équipe qui gagne à l'extérieur pour moi passe et l'équipe qui gagne 2 matchs d'affilée, la première équipe qui gagne 2 matchs d'affilée passe aussi. Bon, donc, pour l'instant, avantage Mavs là-dessus. Mais ce que j'ai vu des crises des Clippers d'adresse, ce que j'ai vu défensivement autour de Luka, comment Jason Kidd aussi était incapable de changer son plan de base en s'adaptant un petit peu à la réalité, au scénario du match. Plus la cote, parce que c'est important quand on parie comme ça, de voir cote à domicile 2-10 les Clippers, elle est belle. Hein. Alors attends, je vous mets le sondage, vous répondez tout de suite. Je vais dire les Clippers. Alors Mavs Clippers, qui gagne le match 5? Voilà, vous avez YouTube et sur Twitch aussi. Dites-nous qui gagne ce match parce que on l'a dit dans la preview, on a dit que les équipes allaient être très proches. On a tous dit en 6, en 7 dans des matchs à la muerte. Ça se confirme à 200% le fait que les équipes sont vachement proches, qu'il y a beaucoup de stars sur le terrain, que d'un match à l'autre ça change énormément. L'absence de Kawhi, elle change quand même beaucoup de choses. À voir s'il rejoue encore une fois. Elle est folle cette stat. Il y a 2-2. Quand Kawhi est là, ils perdent. Quand Kawhi n'est pas là, ils gagnent. Alors, c'est facile. C'est horrible, voilà. C'est facile comme raccourci. Mais t'es en saison régulière. Là, t'es en play-off. Donc, il n'y a pas de match que tu lâches. Il n'y a pas de match qui compte pour du beurre. C'est quand même... Et là, on parlait de hiérarchie.
Souvent, quand ils avaient perdu les 2 matchs d'affilée avec Kawhi, on parlait que la hiérarchie n'était pas claire, pas nette. On va le chercher, c'est lui numéro 1, mais en fait, on sait qu'il n'est pas 100%. Donc, qui fait quoi? Hier, je trouve que la hiérarchie, elle a été parfaite. Paul George qui lance les choses, numéro 1 et tout, qui met cet énorme tir incroyable. Et puis derrière, Ça appartient à James Harden sur du 1 contre 1, sur de la lecture. Et c'est ce que. Et on aime bien dire, et ça marche pour les Nuggets, les fins de match appartiennent aux porteurs de balles. Parfois, c'est aussi con que ça le basket. C'est à eux de faire les bons plays, les bonnes passes, le panier au bon moment. Bon, James Harden, on l'a dit tout à l'heure, les a punis sur leur défense. Et tout à l'heure, je parlais de Zubac, et on parlait d'Harden. Là, je pense que la connexion Harden-Zubac, j'aurais jamais cru que ça puisse. Alors, ça se passe. Et pourquoi? Ça se passe moins en l'air que d'habitude. Mais souviens-toi, au début, quand les deux se cherchent, Harden, il a l'habitude de chercher des mecs en l'air. Ils avaient du mal à se trouver tous les deux. Et on pensait même qu'il fallait un mec cercle à cercle, plus athlétique. Il a depuis 1 an, le mec. Oui, certes. Non, mais et en tout cas, là, je vois que, alors, il met moins les basses lobées, mais il lui met des passes à terre. Il le serre beaucoup à l'intérieur. Les deux se trouvent à la perfection. Clairement. De toute façon, jouer en tant que pivot à côté de James Harden, c'est l'assurance de se régaler. Hein. Même quand t'as pas la tête au cercle. Ouais, c'est qu'il est quand même très long. Oui, il est très long, mais tu m'as compris, quoi. En l'air, là, il est incroyable. Il met des sacrés tomards, ouais. Il met des gros sacrés tomards. Alors, pour l'instant, sur YouTube, Mavs, 55% gagne le match 5. Parce que c'est la question. Qui gagne le match 5? La série, on en parlera ce week-end. Dimanche, il y a un match 6. Sur Twitch, on est sur Clippers, 65%. Je crois que les Clippers vont gagner le match 5 et qu'on va aller au match 7. Je crois que les Clippers, là, il y a des moments charnières dans les séries. Il y a l'état de Luka. Il y a une différence entre les deux quand même. C'est que c'est pas du grand basket. Hein, là, vraiment, on en parlait pour Sixers, Knicks tout à l'heure. C'est la moitié du courage. Là, c'est pas les mêmes types de basket, mais mon gars, ça joue pas, c'est pas ouf. Tactiquement, tout est sur les détails, tout est très resserré, ça joue sur des trucs de fin de match et tout. Je vois que les Clippers ont fait 4 bons matchs de basket, là où les Mavs en ont raté clairement 2. Et donc dans ce slant, je pense que les Clippers vont mener 3-2 demain. Enfin, c'est mercredi soir le match. Ça se tient, ça se tient. Et je rajoute à ça que ça dépend de l'heure, parce que les matchs à 21h30, c'est comme le classique de 21h30 de la saison, ça. Mavs Clippers, toute l'année, on en a à 21h30 le dimanche. Donc un honneur normal à Los Angeles dit avantage Clippers. Ok. On verra jeudi dans le First Day Show si on va dans cette direction en voyant qui fait la bascule. On parle toujours des matchs impairs. Hein. Les matchs impairs font les bascules. Et le match 5 est bien sûr hyper important. Dans une série, tu veux rajouter un autre truc? Non, Westbrook, que je trouve qu'il a un comportement un peu déplorable. Voilà. Sur le match, c'est quoi, le match 3? Ouais. Il a réussi à faire un pire match que D'Angelo Russell la veille. Et ça, c'est fort, puisque lui s'est fait exclure. Bravo, bravo grand. C'est quand même un mec qui se plaignait du public, qui faisait des jeux de mots, Westbrick, tout ça, quand il y avait ses enfants dans les tribunes et qui disait qu'il y avait quand même des gens dans les tribunes, des enfants, qu'il fallait faire attention à ce qu'on dit, qui n'accepteraient plus des remarques, tout ça et tout. Le mec, il envoie des grands fuck you à tout le public avec gamins et tout. Moi, honnêtement, tu as le droit de le faire. Tu peux jouer le bad boy et tu as le droit de dire au public, je vous emmerde, blablabla. Mais alors, attends, tu peux pas faire donner des leçons de morale à des... Il envoie des grands fuck you. Il s'en sort très bien, notre ami. Hein. On est étonné qu'il ne soit pas suspendu sur le match 4. Ouais. Parce que son comportement était vraiment abusé. Tant mieux, parce qu'on veut que tout le monde soit là. Mais waouh. Ça fait pas... Tu sais, fait de la peine, c'est comme le PSG Barça. À un moment donné, s'il y a une équipe qui pète les plombs à faire des dingueries, c'est normal de les sanctionner. Hein. Quand Draymond Green, il mettait des paniers dans les couilles, des coups de pied dans les couilles et qu'il les sanctionnait en finale, mais gros, ça dépend que de toi à un moment donné. Donc je trouve que si Russell Westbrook dépasse amèrement, comme ça, là, allègrement plutôt, la limite, c'est normal. 1.0 sur 7, éjecté, insulte au public. Ah ouais. Des coups avec les mais encore une fois, moi je donne pas de leçon, surtout là-dessus. Mais par contre, oui, Erwan. C'est vrai, tu vas où là? Pourquoi tu vas embêter Russell Westbrook? Non, mais parce que t'es un professionnel en la matière. J'ai vu un mec expliquer que ses enfants, et je veux bien le croire, vous pouvez plus venir à la salle parce que D'accord, mais le daron quand même son fils à Dallas et qui pour huer, et là, on a le droit d'huer l'adversaire quand on est faire bouh 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 et qui voit un mec qui peut-être qui est son idole le gamin et qui lui dit fuck you plein de pipe, on fait comment Russell? Ah, clairement. Non mais c'est pour ça, quand tu veux te mettre défenseur de l'opprimé et tout, derrière tu te dois d'avoir un comportement qui va avec, sinon tu te tais, voilà. Et voilà. Allez, à jeudi pour le match 5. On en parlera dans le First Day Show très longuement avec Kevin Séraphin qui sera parmi nous.